Dans le cadre de l'exécution du projet Alliance mondiale contre les changements climatiques en RDC, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a procédé au lancement de son atelier d'appui à la mobilisation des ressources financières et au développement des projets dans les domaines de l'atténuation du changement climatique. Les différents membres du ministère, ensemble avec les experts, vont durant ces 2 jours échanger avec les responsables des institutions en charge de l'environnement, la délégation de l'Union européenne, les partenaires institutionnels pour trouver des voies et moyens pour arriver à ces fins. Avec nos 155,5 millions d'hectares de forêts humides qui nous placent aujourd'hui comme les premiers poumons du monde devant l'Amazonie, nous ne devons pas rester seulement dans ces discours-là. Nous devons aujourd'hui faire en sorte que les Congolais comprennent la réalité, qu'ils vivent, qu'ils puissent palper du doigt les résultats de toutes ces potentialités-là. Les projets, il y en a dans ces pays. Et c'est le rôle d'ailleurs que cet atelier va jouer, c'est d'étudier quels sont les véritables projets pouvant être financés, mais aussi identifier les véritables sources de financement. Au retour de sa mission sur le terrain, l'Union européenne appelle l'État congolais à intensifier et à rendre performants les services fournis par les fonds forestiers nationaux du point de vue de la mobilisation des ressources financières. Qui dit fonds forestier dit un fonds qui est presque, ou qui devrait être une banque forestière pour le Congo. Mais nous estimons que ça ne fonctionne pas dans le sens d'un véritable fonds forestier. Donc c'est l'un des objectifs que nous recherchons, comprendre avec les acteurs quelles sont les pistes de solutions possibles pour renforcer le fonds forestier, qui est bien sûr sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Initié par l'Union européenne, ces projets viennent en appui aux pays vulnérables de la planète pour relever les défis des changements climatiques. Il a fallu 2 heures pour ces jeunes écoliers de faire preuve de leur connaissance engrangée sur l'environnement. 2 heures de démonstration et d'émotion pour les visiteurs triés survolés pour assister à la restitution de leur formation. Cet événement que nous avons vu aujourd'hui, c'est vraiment très émouvant, très impactant. Pendant 2 heures, nous avons vu des élèves, garçons, filles, faire un travail formidable, un travail d'apprentissage, un travail d'acteur, un travail de mise en scène, un travail de communication pour nous dire qu'ils et elles sont convaincus de l'importance de préserver les ressources naturelles et qu'ils et elles ont appris comment faire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous a tous remplis d'espoir. L'approche pédagogique et didactique utilisée par l'espace Bilembo a bel et bien été imaginée pour mieux toucher les sensibilités des élèves. Cette approche pourra être répliquée sur l'ensemble du pays afin de provoquer plus d'engagement de ses futurs dirigeants. Nos enfants en République démocratique du Congo, selon moi, c'est eux qui constituent notre grande force. Et donc aujourd'hui, pour nous, à l'Institut congolais de conservation de la nature, c'est une priorité stratégique fondamentale de nous assurer que les programmes éducatifs de base, c'est-à-dire depuis 6 ans jusqu'à 14 ans, contiennent des passages très importants pour sensibiliser les enfants sur la conservation de la nature. Pendant 3 mois, les programmes communication et éducation environnementale financés par l'Union européenne a permis de former 500 élèves des 6e primaires et 20 enseignants des 10 écoles de la ville de Kinshasa sur les savoir-faire et les savoir-être de manière à gérer la nature. C'est parti d'une passion commune pour la culture et pour la nature, où on se rend compte qu'aujourd'hui la forêt elle est en grand péril et que pour conscientiser la jeunesse qui est l'avenir, avec une forêt qui est aussi leur avenir, il faut absolument être conscient de son patrimoine. Et donc nous avons conçu avec l'équipe de Texas Bilembo 12 heures d'atelier où les élèves viennent chaque fois 3 heures et où ils vont découvrir de multiples aspects de cette biodiversité, de cette forêt, des périls, des solutions. Ces ambassadeurs de l'environnement ne comptent pas s'arrêter là.
Certains nourrissent des ambitions nobles pour la nature. Je me suis engagée à être une lanceur d'alerte parce que j'ai vu que la nature va mal et c'est pas du tout bien. Sans la nature, on ne peut pas vivre, on va tous mourir. Bilembo nous a appris le savoir-être et le savoir-vivre, mais aussi les liens qui existent entre la population et la nature, surtout les plantes. Nous, en tant qu'ambassadeurs de l'environnement, nous ferons un effort pour faire voir d'abord aux enfants de notre école qu'il faut respecter la nature parce que l'homme ne peut pas vivre sans nature. Sans arbre, il n'y a pas de vie. L'activité de ce samedi 5 février marque donc la fin de la formation. Elle s'inscrit dans les cadres du programme Environnement et Agriculture durable de la coopération européenne en RDC. C'est dans le cadre du programme Tchilégelou que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngoubilambaka, a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de l'avenue Boulingué à Massina. À cause du danger que représente cet endroit, le gouverneur de la ville a procédé à la délocalisation des marchands le long de cette avenue. Un acte que beaucoup de Kinois ont salué. Nous éprouvons jadis beaucoup de difficultés pour vaguer à nos occupations à cause de l'état de délabrement de cette route. Et le lancement des travaux de construction est un ouf de soulagement. Les marchands ne sont pas abandonnés à leur triste sort. Ils ont par contre rejoint le marché public construit dans les encablures de cette route. Nous demandons au gouverneur de ne pas se limiter à ce niveau. Nous lui demandons également de faire autant pour toutes les routes secondaires de cette avenue. Pour les patrons de la ville, cette avenue est d'une importance capitale pour les habitants de cette municipalité car elle permet le transit des denrées alimentaires. Cette route conduit également vers l'hôpital de référence Roi-Baudouin. 2 ans après son partenariat avec la société Cleanplast, le chef de l'exécutif provincial, guidé par les responsables de l'entreprise, est passé dans les différents services pour se rendre compte du travail effectué sur ces lieux. Cette usine Cleanplast est située à Kingabwa dans la commune de Nimeti fait la collecte, les traitements et le recyclage des déchets plastiques. Ce partenariat-là, c'est un partenariat gagnant-gagnant entre Cleanplast et la ville de Kinshasa. La dernière fois, j'avais dit que dans quelques jours, il y aura une société qui s'appelle Al-Barak, une société turque qui va venir faire la collecte des déchets ici et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Je pense que d'ici 3-4 mois, ces vocables vont changer pour redevenir finalement Kinshasa la belle, comme à l'époque. Et c'est un défi qu'on va relever. Le gouverneur a à cette occasion encouragé les Kinois à collecter davantage les plastiques pour rendre la ville propre, en même temps gagner de leur pain par cette activité de vente des bouteilles. J'invite les Kinoises et les Kinois à collecter davantage les sachets, les plastiques et même les cartons et venir nous revendre ici à Cleanplast. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire sans embâche, que les plastiques, les sachets sont devenus des produits commerçables. Donc quand vous collectez des kilos et des kilos de sachets ou des bouteilles en plastique, vous venez nous le revendre ici à coût de 250 francs le kilo. Plusieurs efforts sont consentis au niveau de la ville pour revêtir Kinshasa de sa plus belle robe. En quoi le gouverneur, cette société sera secondée cette année par une société turque dans la collecte et le recyclage pour la fabrication des chaises, des seaux et tant d'autres objets en plastique. La ville de Kinshasa fait face à une prolifération de stations-service sans respect de prescriptions urbanistiques. Certaines stations-service sont construites de manière illégale près de maisons d'habitation, des écoles et autres milieux publics. Selon Fiston Ilangui, expert en urbanisme, cette prolifération a un impact négatif sur l'urbanisation de la ville. Quelque chose qui est dans l'anarchie, quelque chose qui produit les désordres, qui produit les chaos urbains, ne peut que endommager l'urbanisme de la ville de Kinshasa.
Vous voyez, c'est parce que d'abord, les stations-service qui sont érigées là, toutes les stations-service presque, si vous interrogez le plan d'urbanisme de la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que là où ces stations sont érigées actuellement, ce n'était pas prévu en amont dans les plans d'urbanisme. Vous voyez, il y a des stations qui violent, il y a des stations qui s'imposent sur les schémas de la ville de Kinshasa, le plan de la ville de Kinshasa, au lieu de s'insérer dans ces plans d'urbanisme. On croit à l'expert, l'érection d'une station-service dans une circonscription urbaine ne peut se faire qu'en vertu d'un permis d'exploitation tout en le confrontant avec les normes. Une station-service est un établissement très très dangereux. On ne peut pas ériger une station n'importe où, n'importe comment. Il y a des préalables techniques, il y a des contraintes juridiques parce qu'il s'agit bien évidemment d'un établissement dangereux. Alors, la loi existe, l'ordonnance existe également. On a dit pour avoir cela, il faut avoir en amont un permis d'exploitation. Parce que lorsque vous sollicitez un permis d'exploitation, on va confronter le projet que tu as mené avec les normes en matière d'environnement, les normes en matière d'urbanisme, les normes en matière des hydrocarbures, ainsi de suite. Et bien, lorsqu'on constate que votre projet, que vous voulez ériger une station, n'énerve pas les prescriptions, et bien là, on va vous donner le quitus, l'aval. Le développement d'une ville se repose impérativement sur un plan d'urbanisme qui est un document stratégique qui oriente, gère et permet d'avoir un développement harmonieux de la ville. Malheureusement, la ville de Kinshasa s'est bidonvillise au lieu de s'urbaniser. C'est depuis 2015 que la ville de Kinshasa avait un nouveau plan d'urbanisme, un plan d'urbanisme actualisé qui devrait permettre à ce que la ville puisse se développer d'une manière rationnelle. Mais malheureusement, ce plan existe, mais il n'est pas mis en application. Il n'est pas effectif jusque-là. Les gens font n'importe quoi sans pour autant être inquiétés. Les gens font n'importe quoi dans la ville sans pour autant respecter les exigences, les prescriptions urbanistiques rattachées à ces documents de repère, à ces documents stratégiques. Donc la ville continue à se bidonvilliser comme s'il n'y avait pas un plan d'urbanisme. Plusieurs productions scientifiques au sujet de cette problématique sont en cours. Pour cet expert, toutes les propositions et suggestions faites sont restées de lettres mortes dans des bibliothèques. Au sujet du drame qui s'est produit au marché de Matadi-Kibala le 2 février dernier, causant 25 morts, Environews a rencontré un expert en recherche environnementale en vue de parler des normes environnementales de construction d'un marché. Il faudrait faire ce que l'on appelle une étude d'impact environnemental et social, ce qui permettrait à ce que cet ouvrage puisse être doté de ce que l'on appelle un plan de gestion environnementale et sociale. Donc, au-delà de ça, il y a des réglementations, par exemple dans le cadre de l'urbanisation. Est-ce que là où on veut construire le marché avec le plan de l'urbanisation, est-ce que ça concorde ? À en croire cet expert, la ville de Kinshasa est en pleine croissance démographique, un facteur dont on doit tenir compte pour avoir des marchés qui respectent les normes. Bon, déplorer peut-être pas, mais vous savez, Kinshasa, ce n'est pas une ville qui vient de naître. Kinshasa, c'est une ville qui a eu à marquer le temps depuis l'époque coloniale. Il faut même dire avant même que les colons arrivent, elle existait déjà. Alors, il y avait un plan qui a été dédié avec une densité quelconque de population par kilomètre carré. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a une croissance démographique. Donc, vous avez des zones qui sont surpeuplées. La plupart de nos marchés ne sont pas encore construits. La plupart des marchés ont été créés par la bonne volonté des populations de ramener des denrées alimentaires auprès des autres. OK? Donc, dire réellement que nous avons eu à construire des marchés, je dirais non. Puisque si ces projets étaient bien là avant ou avec les constructions de marchés et autres, je pense que ces structures-là devaient bien avoir des plans de gestion, par exemple des évacuations des eaux, là où on doit mettre les déchets et autres.
Ceci devrait attirer l'attention des autorités car, à l'exemple du marché de Matadi-Kibala, un marché qui ne respecte pas les normes environnementales ne peut que être source de plusieurs problèmes. Quelques jours après le lancement des travaux de la construction du port en eau profonde de Banana, le 31 janvier dernier par le président Félix Tshisekedi, ce projet a suscité quelques réactions des experts environnementaux. Cette construction à 500 mètres du parc marin des mangroves inquiète certains scientifiques quant à l'impact négatif des travaux, malgré ces nouvelles perspectives économiques qu'il peut offrir au pays. Cette zone protégée pourrait être affectée par ces projets car c'est une zone de biodiversité importante. Mais aussi, il y a des espèces endémiques qu'il faut protéger. Nous allons surveiller que d'abord les ports soient construits à la limite, comme prévu dans les cahiers des charges. Veiller que l'écosystème ne soit pas affecté par les gros bateaux. Notre position est claire, c'est soutenir un projet qui va nous amener un développement. En dehors de ces projets, la survie de la mangrove est menacée par le changement climatique, la déforestation illégale. Pourtant, il joue un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que dans l'équilibre des écosystèmes. C'est une forêt de transition entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres. Il relie les deux milieux. Il protège la côte contre les érosions marines. C'est une pompe à carbone. C'est-à-dire qu'il constitue un rempart important, très important, dans les changements climatiques. La construction de ces premiers ports en eau profonde permettra au pays de se connecter aux voies commerciales mondiales et réduira la dépendance vis-à-vis des pays voisins. Il serait mieux de faire des études environnementales sur la construction de ces ports pour protéger le parc marin des mangroves, qui est une zone humide d'importance internationale.